Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Histoire de crime, nous allons plonger au cœur d'une affaire qui a secoué une petite ville tranquille de l'Essonne, une histoire où la rouille et les pierres précieuses se sont tragiquement rencontrées. L'histoire d'un ferrailleur au caractère bien trempé et d'une bijoutière réputée, dont les destins vont basculer dans une spirale de violence inattendue. Nous sommes à Étampes, une commune paisible où les jours s'écoulent lentement, rythmés par le clocher de l'église et les conversations sur la place du marché. Parmi les figures locales, il y a Antoine, Tony Moreau, un homme d'une cinquantaine d'années, le visage buriné par le soleil et les mains noircies par la graisse. Tony tient une petite entreprise de ferraille à la sortie de la ville. Un homme rude, solitaire, mais connu pour son honnêteté scrupuleuse dans ses affaires. De l'autre côté de la place, dans une rue pavée, se trouve la coquette bijouterie Éclat et Or, tenue par Isabelle de Montaigne. Isabelle, la quarantaine élégante, est la figure de proue du commerce local. Raffinée, cultivée, elle a hérité de la boutique familiale et en a fait un écrin de beauté, où les clients viennent chercher des pièces uniques, chargées d'histoire et de valeur. Deux mondes que tout oppose, la poussière et le brillant, la force brute et la délicatesse. Et pourtant, un lien ténu au départ va se tisser entre ces deux êtres que rien ne semblait destiné à se croiser de manière aussi dramatique. Tout commence par une banale affaire de succession. Madame Veuve Dubois, une cliente régulière d'Isabelle, décède en laissant derrière elle une vieille commode en bois massif, pleine de souvenirs et de bibelots sans grande valeur apparente. Les héritiers, ne sachant qu'en faire, font appel à Tony Moreau pour s'en débarrasser. C'est lors de cette visite que Tony remarque, au fond d'un tiroir, une petite boîte en fer ornée de motifs étranges. Il l'ouvre par curiosité et découvre à l'intérieur quelques bijoux anciens dissimulés sous des chiffons usés. Des bijoux qui, à l'œil expert de Tony, ne sont pas de vulgaires pacotilles. Alors voilà, le grain de sable. Tony, qui n'est pas dupe de la valeur potentielle de ces objets, se retrouve face à un dilemme. Doit-il signaler sa découverte aux héritiers, au risque de se voir attribuer une maigre commission? Ou bien, l'idée germe lentement, insidieusement. Ces bijoux, entre de mauvaises mains, pourraient rapporter une somme coquette. Et Tony, qui a toujours peiné à joindre les deux bouts, commence à y voir une opportunité inespérée. Il décide de rendre la commode aux héritiers, sans mentionner sa trouvaille. Mais l'image des brillants lui reste en tête, lancinante. Quelques jours plus tard, sous un prétexte fallacieux, il retourne à la maison de la défunte. La maison est vide, les héritiers sont partis. Tony force discrètement une fenêtre et se dirige droit vers la commode. La petite boîte est toujours là, il s'en empare, le cœur battant la chamade. De retour dans son atelier, au milieu des carcasses de voitures et des montagnes de ferraille, Tony examine son butin. Des bagues anciennes serties de pierres fines, un collier d'or délicatement ouvragé, des broches d'un autre temps. Il sent bien qu'il a entre les mains quelque chose de précieux, mais il ignore la valeur exacte de ces trésors cachés. C'est là qu'Isabelle de Montaigne entre à nouveau en scène, sans le savoir. Tony, dans sa solitude, n'a aucune idée de comment écouler discrètement de tels objets. Il a entendu parler de la réputation d'Isabelle, de son expertise, de sa discrétion. Alors, un soir, la peur au ventre mais l'avidité chevillée au corps, il se présente devant la bijouterie Éclat et Or, un petit sac en toile dissimulant son secret. Il pousse la porte, intimidé par le luxe et le raffinement des lieux. Isabelle, derrière son comptoir en acajou, l'observe avec une politesse distante. Tony bredouille une excuse, prétextant vouloir faire expertiser de vieux bijoux de famille. Isabelle accepte, avec un sourire professionnel. Lorsque Tony ouvre le sac et dépose les bijoux sur le velours noir du présentoir, le regard d'Isabelle s'éclaire imperceptiblement. Elle reconnaît immédiatement la qualité et l'ancienneté de ces pièces. Elle sent aussi, instinctivement, que quelque chose cloche. L'allure rustre de cet homme ne correspond pas à la provenance habituelle de tels trésors. Isabelle, avec son tact habituel, procède à l'estimation. Elle donne une fourchette de prix prudente, sans éveiller les soupçons de Tony. Mais elle est attentive aux moindres détails, à la nervosité de l'homme, à ses réponses évasives.
Elle note mentalement l'aspect inhabituel de ces bijoux, qui ne correspondent pas au style des familles bourgeoises de la région qu'elle a l'habitude de servir. Tony, de son côté, est à la fois soulagé et déçu du prix annoncé. Il s'attendait à une somme plus importante. Il hésite, feint de vouloir réfléchir, et quitte la boutique avec ses bijoux, laissant derrière lui une Isabelle de Montaigne perplexe et méfiante. Mais voilà, le destin, parfois, se plaît à tisser des liens invisibles. Le lendemain, une des héritières de Madame Dubois, une jeune femme un peu négligente, se rend chez Isabelle pour faire expertiser d'autres objets ayant appartenu à sa grand-mère. En décrivant la commode et son contenu, elle mentionne la petite boîte en fer et les bijoux anciens qui avaient disparu. Le visage d'Isabelle se fige. Les pièces décrites correspondent étrangement à celles que le ferrailleur lui a présentées la veille. Le doute se mue en certitude. Isabelle comprend alors que ces bijoux ont probablement été volés. Elle se souvient de la nervosité de Tony, de son embarras. Elle a une responsabilité, celle de ne pas fermer les yeux sur ce qui pourrait être un acte criminel. Isabelle prend une décision. Elle contacte discrètement la gendarmerie d'Étampes. Elle raconte sa rencontre avec le ferrailleur, décrit les bijoux et fait part de ses soupçons quant à leur provenance. Les gendarmes, d'abord sceptiques face à cette histoire de commode et de bijoux disparus, prennent l'affaire au sérieux devant la précision des détails fournis par la bijoutière. Une enquête discrète est ouverte. Les gendarmes se renseignent sur Antoine Moreau, sur ses habitudes, sur sa situation financière. Ils apprennent que l'homme a toujours vécu modestement, sans jamais faire de vagues. Cette soudaine apparition de bijoux anciens dans son existence intrigue les enquêteurs. Parallèlement, Isabelle se souvient d'un détail. Tony lui avait laissé une carte de visite griffonnée sur un coin de papier. Un simple nom et un numéro de téléphone. Les gendarmes utilisent cette piste pour localiser le ferrailleur. Quelques jours plus tard, Tony est convoqué à la brigade d'Étampes. L'atmosphère est lourde, les questions précises. Tony, d'abord arrogant et sûr de lui, se décompose peu à peu face aux interrogatoires croisés des gendarmes. Il lui parle de la commode, de Madame Dubois, des bijoux. Il lui présente la description précise faite par Isabelle. Le piège se referme lentement sur le ferrailleur. Confronté aux éléments de l'enquête, aux contradictions dans ses déclarations, Tony finit par craquer. Il avoue avoir trouvé les bijoux dans la commode et avoir tenté de les vendre. Il nie farouchement avoir volé quoi que ce soit, assurant qu'il pensait que ces objets n'avaient aucune valeur. Une défense bien fragile face à la réalité des faits. Les bijoux sont restitués aux héritiers de Madame Dubois, qui découvrent avec surprise la valeur sentimentale et financière de ces trésors oubliés. Pour Tony Moreau, c'est la descente aux enfers. Il est inculpé de recel et placé en garde à vue. Son casier judiciaire vierge ne suffira pas à le sauver des conséquences de son geste. Cette affaire, banale en apparence, nous rappelle une fois de plus que la tentation peut frapper n'importe qui, même ceux que l'on croit intègres. Elle met en lumière le rôle crucial des témoins, de ceux qui, par leur vigilance et leur honnêteté, peuvent faire basculer le cours d'une enquête. Isabelle de Montaigne, avec son sens de l'observation et son intégrité, a permis de démêler un petit trafic qui aurait pu rester impuni. Voilà pour cette histoire, celle d'un ferrailleur cupide et d'une bijoutière intègre, une affaire qui nous plonge dans les failles de la nature humaine. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau récit du crime. D'ici là, soyez vigilants.